À la Bastille. À la Bastille. Le 10 mai 1981 ne fut pas un dimanche ordinaire. Épilogue de l'élection présidentielle qui mettait en compétition le républicain Valéry Giscard d'Estaing et le socialiste François Mitterrand, il allait être le point de départ d'une profonde et longue rupture dans la manière dont la France était régie depuis l'éviction du Front populaire, 44 années plus tôt. Cette coalition de gauche, avec le socialiste Léon Blum comme président du Conseil de juin 1936 à mars 1937, fut l'initiateur des premières avancées sociales majeures de la France, le droit syndical, les conventions collectives, la réduction du temps de travail hebdomadaire à 40 heures, le début des congés payés et des allocations chômage. Certains de ces acquis sociaux avaient été très parcimonieusement étendus aux ressortissants les plus évolués des colonies. Après la parenthèse bien moins glorieuse du Front républicain, le peuple de France était dans les meilleures dispositions pour renouer le fil avec ce passé lointain, dans le contexte de la crise économique et sociale de ces années 80. Il subissait de plein fouet les effets inflationnistes du second choc pétrolier. Il était plus qu'irrité par l'incurie d'un patronat qui tirait toute la couverture à lui et par le sans-gêne des dirigeants politiques tout aussi boulimiques, comme en attesta le fameux épisode des diamants de Bokassa. Ils étaient nombreux à exprimer véhémentement leur ras-le-bol, leur aspiration au changement pour la restauration des vraies valeurs de gauche, le respect des principes républicains et des droits universels de l'homme. Hormis Adriana Gosnave qui était française, parce que ressortissant du lointain département ultramarin de la Martinique, personne parmi Mademba et ses amis et camarades sénégalais n'était directement concerné. Mais tout se considérait bien au cœur des enjeux de ces consultations électorales. Ils étaient convaincus que leur issue allait être déterminante sur leur sort et celui de tous les immigrés vivant ou vivotant sur le sol hexagonal ainsi que sur les relations entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique. Comme toujours, l'on prêtait au régime sortant l'intention d'expulser massivement les sans-papiers, de restreindre l'accès des étrangers non communautaires au travail. Il ne se cachait guère de vouloir ratisser le plus possible de voix, jusque dans les rangs grossissants de l'électorat raciste et xénophobe de sensibilité ou d'appartenance extrême-droitiste. Il se disait également qu'il entendait faire d'importantes économies budgétaires en sabrant largement sur l'aide au développement des pays africains, et qu'il s'accorderait avec les institutions de Bretton Woods pour la dévaluation du franc CFA, s'il était maintenu au pouvoir. Ainsi, le 10 mai 1981 était une journée d'angoisse, mais aussi d'espoir pour tous les immigrés de France et de Navarre. Ils avaient été nombreux à suivre passionnément, par le tube cathodique interposé, les passes d'armes entre les deux derniers challengers, Giscard et Mitterrand. Pour eux, l'issue de leur débat télévisé de l'entre-deux-tours, diffusé le soir du 5 mai par TF1, Antenne 2 et FR3, avait déjà sonné le glas pour le candidat sortant, l'homme du passif. Il était donné perdant dans quasiment tous les sondages, face à « la force tranquille ». Mademba avait invité la plupart de ses amis de Lucien Paye et de Belleville chez lui, rue Bonnier, en cet après-midi électoral. Quand Adriana revint de son bureau de vote à la mairie du 14e arrondissement, il l'aida à préparer un riz aux poissons à la Saint-Louisienne. Les convives le trouvèrent réussi et succulent et félicitèrent la jeune Martiniquaise. En l'espace de quelques mois seulement, elle était passée maîtresse dans l'art de cuisiner ce plat typiquement sénégalais. Il lui avait été relativement facile de se mettre au diapason. Les goûts alimentaires sénégalais et martiniquais lui apparaissaient très proches, leur différence n'étant perceptible que dans la manière d'accommoder et d'agrémenter des produits et ingrédients identiques. Au fur et à mesure que les heures s'égrenaient, les amis concentraient leur attention sur le poste téléviseur calé sur TF1, la première chaîne, en sirotant un thé à la menthe et grignotant des cacahuètes. Les animateurs et les invités qui défilaient sur le plateau, volubiles dans leurs commentaires et analyses, devinrent subitement moins loquaces à l'approche de l'heure fatidique. Puis ce fut le silence total. À 20h pile, strie après strie, une ombre de visage en noir et blanc apparut sur l'écran, se précisant lentement jusqu'à révéler nettement celui de François Mitterrand.
Le candidat socialiste avait remporté l'élection présidentielle. Un tonnerre d'applaudissements et de tonitruants cris d'allégresse secouèrent l'appartement. À la Bastille, hurla-t-on. La compagnie ne se fit pas prier. Elle prit en hâte ses clics et ses claques, miaula de furtifs baisers d'au revoir sur les joues d'Adriana, et dévala 4 à 4 les escaliers en direction de la station de métro Porte d'Orléans. Mademba les y rejoignit, mais lui devait se rendre à La Gazette. Leurs chemins se séparèrent à Châtelet-Les-Halles. En cette circonstance très exceptionnelle, Coralie avait fait porter à 21h le démarrage du travail, pour que toutes les informations du jour et de la soirée fussent dans le journal. L'édition du lundi allait être intégralement consacrée à l'événement, à l'exception de la publicité et de 4 pages qu'on ne pouvait ne pas réserver à l'actualité internationale et aux résultats sportifs du week-end. En attendant, la grande fête populaire battait son plein à la Bastille. Quelques 200 000 personnes y avaient spontanément afflué. Cela se voyait sur les écrans de télévision épars dans la rédaction de La Gazette. Le peuple de Paris, au sens strict, n'était pas le seul à avoir repris symboliquement la place, à défaut de la citadelle mythique. Il y avait également en son sein beaucoup d'étrangers autour du podium où se fêtait le retour de la gauche aux affaires, avec le sentiment qu'il venait d'échapper au pire. Quoi qu'il en fût, une des premières mesures sociales adoptées et rapidement mises en application par le gouvernement Mitterrand avait été, par la suite, la régularisation de plus de 100 000 immigrés. À La Gazette, à l'heure presque matinale de la confection de la une du journal, Mademba avait suggéré à Coralie que l'on choisit pour l'illustrer, sur 5 colonnes, une photo de la foule euphorique de la Bastille, avec en premier plan, un groupe de jeunes noirs gesticulant et braillant, à cœur joie. Selon lui, cette image originale, pleine de spontanéité et de ferveur, donnait au triomphe de la gauche un cachet universel. La proposition fut retenue avec comme titre « Mitterrand président, l'espoir en toute liberté ». Et les visages hilars des amis de Mademba s'étalèrent à la vitrine de tous les kiosques à journaux de Paris et d'ailleurs. Ils n'en furent que plus heureux de faire partie de l'immense foule qui, 11 jours plus tard, dans l'après-midi du jeudi 21 mai, avait accompagné François Mitterrand, dans sa parade, du palais de l'Élysée au Panthéon. Sous les vivas et dans la clameur, il y était solennellement entré, la rose au poing, pour aller se recueillir, notamment, sur les tombes de Jean Moulin le résistant martyr, du socialiste Jean Jaurès, fondateur de l'Humanité, et tribun pacifiste hors pair et de Victor Schœlcher, un chantre de l'abolition de l'esclavage. En ces moments d'intenses émotions, Mademba pensait à son pays, espérant ardemment la survenue d'un temps où l'alternance au pouvoir s'y déroulerait ainsi qu'il en était témoin. Et qu'il entendrait l'élu de la nation, clamer, au soir d'un triomphe sans conteste, comme Mitterrand, que « cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, des forces de création, des forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté ». Il ne lui était pas interdit de rêver.